journée, c'est vrai, on nous a asséné beaucoup de chiffres. C'était très lourd, très dur, c'était vraiment du lourd. Pour montrer que, pour défaire cette idée déjà d'une dématérialisation, on nous a rappelé que voilà, 8,6 billions de mobiles produits, 4 milliards d'ordinateurs, 500 millions de PC, c'est 2 872 000 tonnes de plastique. Que les écrans plats, on ne savait pas les recycler. En fait, on ne sait pas trop si on peut recycler ou pas. On ne sait pas si... on a vu qu'il y avait plusieurs définitions de recyclage, d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'on mesure, selon quels critères. 80% des déchets, au fond, partent en enfouissement, ou sont incinérés, ou partent à l'exportation, dans les pays émergents, ou dits pauvres. C'était assez écrasant. Et puis, très vite, tout de suite après, on est passé, on a embrayé sur, ce qui est aussi intéressant en soi, à mon avis, sur les réponses, les solutions technologiques à cette boulimie technologique. Donc, il y a une forme de circularité là, déjà intéressante. Voilà. Un peu pris dans un cercle pas du tout vertueux. Et au fond, je crois que la question qui est restée, enfin qui a parcouru toutes les séances qui ont suivi sur la confiance, sur l'usager, d'ailleurs on a très peu parlé d'usager, j'y reviendrai tout à l'heure. Au fond, ce qui était en suspens, c'était quels sont les ressorts anthropologiques finalement de cette boulimie. Comment expliquer cette boulimie technologique? Le fait que à des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes techniques, on cherche toujours à trouver des solutions techniques et à répondre à ça sous la forme de la résolution de problèmes. La question, le fait récurrent, à mon avis, c'est surtout apparu cet après-midi, hein, c'est la question de, je vais y revenir, de l'automatisme, de l'automatisation, de la délégation de pouvoir à des dispositifs qui tournent un petit peu sans nous. Alors avant de reparler de ça, de la question de, justement, automatisation, son rapport à l'usager, je pense qu'il est important de résister aussi aux sirènes d'une certaine novlangue. On parle d'intelligence, on a utilisé beaucoup de termes, de notions très obscures. Intelligence ambiante, informatique ubiquitaire, on parle aussi d'interface écologique, d'objets communicants, de systèmes pervasifs, d'interface intuitive, de cloud computing, de consommateurs dans le cadre de ces dispositifs technologiques. Et je crois que tous ces mots, ils éclairent autant qu'ils obscurcissent le statut des artefacts dont on voulait parler. En tout cas, leur signification sociale et peut-être certains de leurs enjeux réels sous-jacents. Je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que cette novlangue, elle sert aussi à disqualifier les expériences et les critiques antérieures. Celles qui portaient, par exemple, sur les phases d'automatisation antérieures, sur l'intelligence artificielle. Donc elles servent à masquer cette expérience, à l'annuler, autant qu'à produire quelque chose de nouveau. Je crois qu'il faut faire très attention à ça, cette façon de congédier le passé. Parce que dans ces expériences passées, il y a beaucoup de possibles qui sont très actuels. Je vais un peu y revenir. Je pense que quoi qu'on en dise, la plupart des objets, ou des, je ne sais pas si on parle d'objets encore, de dispositifs, de systèmes dont on a parlé aujourd'hui, se situent toujours dans le prolongement d'un grand mouvement d'automatisation qui caractérise quand même nos sociétés industrielles. Et d'une certaine manière, ces technologies, celles dont on a parlé aujourd'hui, se présentent aussi comme des réponses techniques aux questions non techniques que ce processus d'automatisation soulève depuis déjà plus d'un siècle. Alors moi je vais parler un petit peu, je fais référence un petit peu à ce que je connais. À la fin des années 90, on s'est par exemple interrogé dans le monde du travail sur les moyens à mettre en œuvre pour, on appelle ça comme ça, pour maintenir l'humain dans la boucle. L'informatisation avait en effet vu le statut de l'opérateur de systèmes complexes, par exemple, passer de celui d'acteur à celui de gestionnaire de système. C'est comme ça que se qualifient aujourd'hui, par exemple, les pilotes d'avion
comme pilote, mais comme gestionnaire du système, c'est-à-dire des gens qui jouent sur des fonctionnalités. Et ça s'est manifesté, ce passage au statut d'acteur, il faudrait finir évidemment en approfondir, à gestionnaire de système, ça s'est manifesté, entre autres à l'époque, par aussi des phénomènes de perte de vigilance, de fatigue, d'ennui, de dégradation des processus de qualité, de relâchement d'attention, par des états dont le dénominateur commun serait de témoigner d'une dégradation, une sorte de dégradation du sentiment de présence. C'est ce qu'on a observé à l'époque. Je résume ça aujourd'hui de cette façon, dégradation de ce qu'on pourrait appeler un sentiment de présence. Et je pense que les artefacts dont on va parler aujourd'hui, on ne peut pas les dissocier de ce contexte et de la question cruciale qui était soulevée alors par tous ces gens qui disaient on est en train de perdre l'humain, dans un phénomène de déprise. C'est-à-dire quelle place est réellement réservée à l'humain dans les nouveaux dispositifs technologiques qui se mettent en place. La question de la place de l'humain et de son statut aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est assez compliqué parce que d'un certain point de vue, les artefacts dont on a débattu aujourd'hui résultent aussi d'une certaine prise de conscience, par exemple, de l'importance de l'expérience humaine ordinaire, du rôle du corps, des sens, des émotions dans notre expérience du monde. C'est-à-dire, on a bien assimilé certaines critiques qui avaient été faites de la première intelligence artificielle qui était uniquement préoccupée par les mécanismes computationnels d'une intelligence abstraite et relativement désincarnée. Donc il y a bien eu ça aussi. Il y a bien cette prise de conscience qu'on retrouve finalement dans certains des exposés sur l'expérience. C'était un peu obscur pour moi, parce que c'est vrai qu'on touche là à l'esthétique et au sens, donc il aurait fallu en savoir un peu plus, mais certaines expériences esthétiques où il y a une forme là, de réappropriation par des médiations techniques, évidemment, qui peuvent être parfois très compliquées, mais une forme de réappropriation de cette expérience ordinaire, de cette expérience sensorielle. Donc, en tout cas, une forme de revalorisation de ça. Mais d'un autre côté, on peut s'interroger aussi sur les motivations profondes, et on l'a vu aussi tout au long des exposés de cette journée, sur les motivations profondes qui conduisent à concevoir des objets qui sont faits pour séduire, pour capturer, pour envelopper, en laissant de côté un peu la question, plutôt en la masquant, la question des systèmes socio-techniques et idéologiques dans lesquels ces objets s'insèrent et dont ils sont en quelque sorte aussi des traductions. Et ça m'amène au second point qui me paraît important. Je ne vais pas être très long, je vous rassure. Les nouveaux artefacts dont on a parlé sont censés offrir plus de confort, on a parlé de commodité, et de facilité à leurs utilisateurs. Mais ils impliquent aussi une révision complète de la signification qu'on attribue à l'usage et donc aussi à la figure de l'usager, c'est-à-dire au rapport que l'humain entretient avec son environnement technique et avec les objets techniques en général. Alors, on a parlé d'intégrer plus en amont l'usager dans les processus de co-conception, de co-design, tout ça est très à la mode aujourd'hui, hein, c'est des nouveaux mouvements. Co-design, co-conception. Mais la question c'est de quel usager s'agit-il? Et alors là, cette figure de l'usager, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de se mettre en récit, qui a une biographie, qui s'inscrit dans un contexte particulier, dans une histoire. Là, c'est pas de ça du tout dont on a entendu parler. Hein. On a entendu parler d'utilisateur. Un utilisateur, c'est quelqu'un qui utilise des services. C'est une forme quand même relativement passive. On a parlé de consommateur. Alors là, je ne sais pas ce que c'est trop qu'un consommateur. On a parlé de client. Mais l'usager, moi, j'en ai pas tellement entendu parler. Et là, je vais pour montrer un petit peu ce qui a changé dans notre définition d'usager, les glissements sémantiques qui ont opéré là, ces derniers temps. Je vais reprendre, on va voir que c'est pas récent tout ça quand même. Je vais reprendre un extrait d'un cahier du numérique qui a été consacré en 2002 aux objets communicants déjà. Et on pouvait lire dans ce numéro des cahiers du numérique que je cite, que le mouvement qui a débuté par la prolifération, la diversification des objets devrait être en fait leur disparition. Et cela n'est nullement un paradoxe. Il s'agit d'une disparition subjective, du point de vue de l'utilisateur, puisque les objets devraient, dans l'idéal, s'effacer devant le service qu'ils offrent,
se fondre dans l'environnement de l'utilisateur et cesser d'être, en tant que tel, l'objet d'attention et d'interaction. Les expressions comme intelligence ambiante, informatique calme, évanescente, environnement attentif, adaptativité au contexte connotent cette étape de l'évolution. Le fait pour les objets de communiquer entre eux et avec leur environnement revient à mettre, dans toute la mesure du possible, l'utilisateur hors de la boucle, en laissant les objets se débrouiller entre eux. Typiquement, l'information qu'un objet pourra acquérir directement à partir d'un capteur ou en se synchronisant avec un autre objet aurait dû être acquise et saisie manuellement par un utilisateur. Si les objets communiquent entre eux et avec leur environnement, c'est pour éviter d'avoir à communiquer avec l'utilisateur quand ce n'est pas nécessaire, élargissant donc la bande passante utile de communication avec celui-ci en supprimant au passage cette communication redondante et parasitaire. Je trouve que cette définition de l'électronique ambiante est extrêmement parlante et très synthétique. Alors on voit d'ailleurs ce qui est intéressant dans la dernière formule, en supprimant au passage cette communication redondante et parasitaire. Et là, je veux dire qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de nouveau, hein. On est dans des schémas de communication à la Shannon, où il s'agit d'éliminer tout ce qu'on appelle le bruit, hein, tout simplement. Seulement le problème, c'est que le bruit, dans la communication humaine, c'est ce qui fait sens. C'est ce qui permet de contextualiser une information et de donner un sens. Bon, alors, dans cette définition, tout est problématique. Comment définir, par exemple, ce qu'il est nécessaire que l'usager sache ou pas? Sur la base de quels critères cette sélection doit-elle être opérée? Par qui et dans quel cadre? Ces questions ne sont pas posées. Et elles constituent pourtant l'implicite de ces technologies, ou plutôt de cette nouvelle manière de fonder le rapport de l'homme aux techniques et aussi de penser la société. Tout se passe comme si finalement la question, ce qui avait été soulevée par les phases antérieures de l'automatisation et tous les problèmes qu'elle avait soulevés, semble avoir été résolue par une espèce de tour de passe-passe. La passivité de l'usager, qui conduisait à des formes parfois de détachement, mais peut-être aussi à des nouvelles formes de conscience critique, ces nouvelles formes de conscience critique, elles ont été abolies par cette idée que les objets qui environnent maintenant l'utilisateur sont le prolongement de son propre corps, de ses sens, de son moi. Tout devient intuitif, naturel, simple, transparent, évident. Dans le modèle de l'électronique ambiante, et je pense qu'ambiance prend ici son sens en référence au milieu, toujours au milieu naturel. Le monde devient un monde vécu sans problème. En tout cas, il doit devenir un monde vécu sans problème. Et évidemment, un monde vécu sans problème, c'est par exemple la définition que Georges Canguilhem donnait de l'ordre vital. Donc ça pose beaucoup de questions pour un sociologue en tout cas, et je pense pour tout le monde. La norme sociale elle-même devient une sorte de donnée, une composante du milieu dans lequel nous sommes tous immergés, artefacts et humains différemment. Or, il me semble que ce type de dispositif d'organisation, ce type de dispositif rompt radicalement avec l'idée même de société humaine. Donc Canguilhem, je vais encore citer Canguilhem, j'aime beaucoup cet auteur, rappelait qu'il suffit pourtant qu'un individu s'interroge dans une société quelconque sur les besoins et les normes de cette société et les conteste, signe que ces besoins et ces normes ne sont pas ceux de toute la société, pour qu'on saisisse à quel point le besoin social n'est pas immanent, à quel point la norme sociale n'est pas intérieure, à quel point, en fin de compte, la société, siège de dissidence contenue ou d'antagonisme latent, est loin de se poser comme un tout. Ce qui me semble donc être fondamentalement en jeu autour de des débats qu'on a eus sur ces artefacts, renvoie à ce qu'on pourrait qualifier, là je ne suis pas très sûr du terme, mais processus un peu de naturalisation des structures sociales, un processus qui nous empêche peu à peu de comprendre que ces structures sont une création collective sur laquelle on peut agir aussi collectivement. Ce qui est en jeu, c'est la faculté de juger, de choisir, mais c'est surtout, je crois, les cadres collectifs dans lesquels cette faculté de choisir, de juger, peut s'exercer. Voilà ce qui me semble en cause dans cette histoire de délégation aussi
à des automatismes de la norme. J'ai plusieurs expériences de ça, j'aurais pu en raconter plein, j'aurais pu vous parler des opérateurs de drones, des pilotes d'avion, des pilotes de rafale, des systèmes de vidéosurveillance de deuxième génération dits intelligents, où finalement ce qu'on fait c'est modéliser du comportement humain, le mettre en algorithme pour avoir des systèmes de vidéosurveillance qui vont déterminer automatiquement ce qui est de l'ordre du normal ou de la normale. On voit bien ce glissement, ce n'est pas un glissement seulement théorique ou abstrait, ça se matérialise aujourd'hui dans des dispositifs techniques et de la recherche et développement avec des investissements considérables dans ce domaine. Et ça, c'est ce qui me préoccupe le plus, évidemment. Alors, pour terminer, parce que je crois qu'on est tous surchargés là, je vais citer quelques lignes d'un auteur que j'aime beaucoup, un sociologue que j'aime beaucoup, qui est mort prématurément d'un accident de la voiture. C'est Charles Wright Mills, américain, qui écrivait en 1959 ceci, et je termine là-dessus, nous disait « À quelles conditions les hommes veulent-ils être libres et se rendre capables d'agir librement ? À quelles conditions veulent-ils et peuvent-ils porter les fardeaux que la liberté leur impose et y voir moins de fardeaux que des autotransformations entreprises de gaieté de cœur? Et négativement, peut-on faire accepter aux hommes de devenir des robots joyeux ?» Et il ajoutait « L'avalanche des choses dissimule ses significations. Ceux qui les utilisent ne les comprennent pas. Ceux qui les inventent ne comprennent plus qu'elles. C'est pourquoi il nous est interdit, sans recourir à une redoutable ambiguïté, de faire de l'abondance technologique l'indice de la qualité humaine et du progrès culturel. » Donc c'était dans l'imagination sociologique en 1959. Voilà, je m'arrêterai là.